vivez à Lausanne ou dans les environs, vous vous êtes probablement déjà baladé, à pied, en roller ou en Vespa, dans les vignobles en terrasse de Lavaux. Peut-être avez-vous même déjà croisé un vigneron en train de travailler sa vigne ou de refaire le monde avec des amis autour d'une planchette. Mais vous êtes-vous déjà demandé depuis quand existent ces vignobles et ce que les petits piquets blancs qu'on peut parfois voir aux abords des vignes signifient ? Pour répondre à ces questions, je vous propose de rencontrer Guillaume Favreau. Il est assistant diplômé à la section d'histoire de la faculté des lettres de l'UNIL et il s'intéresse à l'histoire de la viticulture à Vevey et dans ses alentours. Bonjour Guillaume Favreau. Bonjour Chloé. Alors parmi d'autres choses, vous êtes assistant diplômé à la section d'histoire de l'Université de Lausanne et vous vous intéressez dans vos recherches à la viticulture à Vevey durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et puis on peut presque dire que c'est une histoire familiale puisque vous êtes petit-fils de vigneron. Et dans votre mémoire, vous remerciez d'ailleurs votre grand-père qui, vous l'écrivez, a su entretenir votre soif d'histoire et de savoir. C'est un bel héritage familial. C'est un très bel héritage familial et ce qui est particulier aussi, c'est que le grand-père que je remercie, c'est mon grand-père maternel qui n'était pas vigneron. L'un d'eux m'a donné le goût de la vigne et l'autre celui de l'histoire. Et j'ai conjugué l'ensemble. Alors justement, vous êtes historien et vous travaillez sur l'histoire de la viticulture à Vevey, je le disais en introduction. Et moi, quand on me dit Vevey et vin, je pense immédiatement à la fête des vignerons. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Pendant longtemps, oui. J'ai pensé vin, Vevey, fête des vignerons. Aussi parce que j'ai grandi à Vevey, j'ai vu la fête de 99, j'ai entendu parler de celle de 77 et de 55. Mes parents étant des enfants de la fête, comme on dit, sont nés l'année d'une fête des vignerons. Mais assez rapidement, j'ai appris à creuser. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, j'ai aussi compris que c'est quand on parle fête des vignerons qu'on devrait se dire « Ok, il y a une réelle histoire entre Vevey et la viticulture ». Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mes recherches. Alors justement, pour commencer à approfondir cette histoire étroite qui existe entre Vevey et la viticulture, je propose qu'on reste encore un instant sur cette fête des vignerons. Qui est à l'origine de cette fête des vignerons et de quand est-ce qu'elle date ? L'histoire de la fête des vignerons est liée à la confrérie des vignerons. Cette confrérie, on lui prête des origines médiévales. Maintenant, médiévales, c'est à reprendre parce qu'on n'a plus de sources de l'époque. Elles ont soi-disant brûlé. C'est mentionné dans les premiers manuaux de la confrérie qu'on a conservés, qui datent du XVIIe siècle, autour de 1647. Et puis, en fait, la fête, c'est le résultat d'un énorme travail qu'a fait la confrérie pendant près de 200 ou 300 ans. C'est-à-dire que cette confrérie, c'est une société de propriétaires terriens qui s'allient autour d'un but commun, celui de vérifier et de surveiller l'entretien de leurs vignes. La plupart ne savent pas comment le faire. Ils décident de faire appel à des experts ou d'abord de surveiller eux-mêmes. Et au fur et à mesure, ils réprimandent d'abord, récompensent ensuite les meilleurs vignerons. Il y a tout un processus qui se met en place et qui va amener avec les Lumières, à vraiment cette idée qu'on pourrait pourquoi pas couronner un vigneron. Alors, j'ai résumé la chose très rapidement, mais tout ce processus mène à la création de la fête des vignerons en 1797. C'est l'œuvre d'un abbé, Louis Levade. Je dis abbé parce qu'à la tête de la confrérie, il y a un abbé président. C'est un format régulier dans le canton de Vaud. Cet abbé se dit qu'on peut vraiment créer une émulation, qu'on peut honorer les vignerons en les couronnant. Ça donne lieu ensuite à une suite un peu logique de festivités. On se rend compte aussi que la fête n'a lieu qu'une fois par génération. Au début, on se dit, tiens, ils ont choisi argument marketing, des choses comme ça. Non, en fait, il y a des guerres. On se dit que la fête n'a lieu qu'en temps de paix. Tiens, les Jeux Olympiques, c'est un peu la même chose. Économiquement parlant aussi. En 1865, la fête est une débâcle financière. On attend 1889 pour en refaire une. 2019 était pareil. Est-ce qu'on aura une fête dans 20 ans en 2039 ou est-ce qu'il faudra attendre 2045, 47 ? Comme les Jeux Olympiques aussi, là je le dis, c'est tout. Enfin, on est sur un chiffre impair à chaque fois. Enfin, inversement, aux Jeux Olympiques, on a tous ces jeux-là comme ça. Mais voilà. Et puis surtout, la fête s'adapte à chaque génération, pour dire ça comme ça. Mais elle garde un élément essentiel, c'est celui de célébrer les vignerons, plus précisément les tâcherons. Les tâcherons, c'est des indépendants engagés par les propriétaires pour travailler la vigne. Et puis surtout, célébrer et promouvoir la culture de la vigne, mais une culture qui n'est pas la production du vin,
mais vraiment l'entretien raisonné de la vigne, c'est-à-dire comment cultiver sa vigne du mieux possible pour qu'elle donne le meilleur raisin. Et après, si l'encaveur est bon, le meilleur vin. Et cette fête des vignerons, c'est pas l'unique événement organisé par la confrérie. Quels sont les autres événements dont se chargeait cette confrérie au XVIIIe notamment ? C'est là que c'est intéressant, c'est que ces événements sont les mêmes en fait depuis le XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Alors ils ont évolué, hein, ils se sont modifiés avec leur temps. Premièrement, c'est les visites des vignes. Pour vérifier qu'une vigne est correctement entretenue ou correctement cultivée, on doit la visiter à plusieurs reprises. Si on se balade en Lavaux, en Chablais, dans les vignobles de la Riviera, on va trouver des vignobles avec des piquets blancs. Ces piquets blancs signalent que cette vigne est visitée régulièrement par les experts de la confrérie des vignerons. Ceux-ci vont étudier, vérifier, surveiller la vigne et son entretien. On visite, donc on donne des notes. Ces notes, il y a un moment où on fait des moyennes, et ces moyennes, on va les dévoiler. Au XVIIIe siècle, c'était pendant les parades, pendant une cérémonie où on récompensait, où on réprimandait les vignerons en leur donnant une note, et puis les meilleurs recevaient une prime ou une distinction. Au fur et à mesure, on va espacer ces cérémonies. On les appelle aujourd'hui triennales, parce qu'elles ont lieu tous les 3 ans. Et puis, chaque génération fait la moyenne des notes des différentes triennales. Alors, le calcul est beaucoup plus savant et beaucoup plus minutieux. C'est la commission des vignes, la confrérie des vignerons qui s'en occupe. Mais à terme, on a ces différents événements qui rythment en fait la vie et les 20 ans séparant les différentes fêtes. Est-ce que les vignerons sont encore réprimandés ? Non. Depuis le XVIIIe siècle, on a arrêté de réprimander les vignerons. Après, quand je dis réprimander, c'est plus on pourrait dire qu'ils étaient mis au pilori d'une certaine manière, c'est-à-dire simplement devant l'ensemble de la population ou des membres de la société, on disait quel vigneron n'avait pas correctement travaillé sa vigne. Au milieu du XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que si on présentait le vigneron qui avait le mieux travaillé sa vigne, ça motivait les autres aussi. Plutôt que de réprimander, on va essayer de créer de l'émulation. Et puis surtout, en offrant une récompense, on crée une forme de compétition, mais une compétition qu'on réglemente, qui doit être saine et qui amène en fait à une amélioration de la viticulture. C'est là tout l'enjeu de la fête des vignerons, c'est notamment de promouvoir une meilleure viticulture, une viticulture de meilleure qualité. Mais donc, très concrètement, ça veut dire que ça a participé au développement de la qualité du vin en Lavaux ? Ça a participé surtout si on pense que la fête naît au moment, ou juste avant l'expansion maximale des vignobles dans le canton de Vaud, au début du 19e siècle. Après arrive le phylloxéra, les maladies cryptogamiques et les nuisibles, ce qui réduit de manière assez violente la taille du vignoble. Mais au XVIIIe siècle, Vevey compte 900 hectares de vignes. Aujourd'hui, c'est 4 hectares. Donc ça donne une grande... ça permet de comprendre un peu l'ampleur de celle-ci. Et quand vous dites Vevey, c'est vraiment intramuros, c'est la ville de Vevey ? Le territoire veveysan, en sachant qu'à l'époque, Vevey ne se situe que sur la partie orientale de la Veuvez. L'autre partie appartient au village de Corzeau et au village de Corzier. Donc on a quand même une séparation qui est assez importante. Et il faut juste se dire qu'en dehors de la vieille ville, quand on se baladait dans Vevey, on avait alors des marécages du côté de la Veuvez, mais dans les hauts, des vignes qui montaient jusqu'aux communes environnantes. Et donc elles disparaissent, ces vignes, avec l'apparition de ces maladies que vous mentionniez ? Alors, il y a le renouvellement du vignoble au XIXe siècle, après les maladies cryptogamiques et le phylloxéra. Mais par contre, elles vont disparaître simplement à cause de l'augmentation de la population. On va devoir réattribuer les terrains, on passe du terrain agricole au terrain à bâtir, et puis c'est simplement les plans d'implantation de bâtiments et autres qui jouent ce rôle-là. Maintenant, ce qui est important, c'est que la confrérie n'agit pas qu'à Vevey. Aujourd'hui, le territoire sur lequel agit la confrérie va des portes de Lavaux, du côté de Lutry, jusqu'à la fin du Chablais, où on est presque à Lavey, Morcle, Saint-Maurice. Donc c'est une étendue relativement importante. Toutes les vignes ne sont pas visitées, parce que le principe important, c'est que les vignes que la confrérie visite sont seulement celles de propriétaires qui engagent un tâcheron ou qui délèguent à un vigneron la culture de celle-ci. Donc les propriétaires qui s'occupent eux-mêmes de leurs vignes ne sont pas visités, c'est ça ? Les vignerons propriétaires, non.
La plupart du temps même, justement, ils ont intégré les rangs de la confrérie et ils sont là un peu comme experts, pour certains, alors pas tous. Mais c'est là aussi tout un enjeu que j'ai à travailler, notamment dans ma thèse, c'est de comprendre voilà, qui est vigneron propriétaire, qui ne l'est pas, comment se joue la propriété et jusqu'où on peut aller pour en fait comprendre qui sont les vignerons du XVIIIe siècle. On va bien sûr revenir sur qui sont ces vignerons du XVIIIe siècle, mais peut-être d'abord, combien est-ce que ça représente de personnes à Vevey ? Si je me base sur les sources que j'ai à disposition, c'est-à-dire deux recensements, l'un de 1763 et l'autre de 1798, qui sont particulièrement complets et intéressants, celui de 63 étant l'un des premiers recensements vaudois opérés par le doyen Jean-Louis Muret. À Vevey, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur 3000 habitants, il y en a plus de 300 qui appartiennent à ce que j'appelle la population vigneronne. Et sur ces 300, il y en a en tout cas 100 qui sont des vignerons et qui font partie de la population active de Vevey. Si on prend les statistiques assez rapidement, la population active de Vevey, c'est 600 personnes, donc on a 15% de vignerons à Vevey au XVIIIe siècle. Et puis, environ 10% de la population qui, femmes enfants comprises, est rattachée à ce que j'appelle la population vigneronne. Donc c'est un assez bon score quand même. Alors 15% c'est beaucoup. Quels sont les facteurs qui vous permettent d'expliquer ce chiffre de 15%? Il y a des facteurs qui sont tout d'abord économiques et géographiques. Vevey est un centre économique. L'un des poumons économiques de la ville, c'est la viticulture. On produit du vin à Vevey. Il y a 900 hectares de vignes, donc il y a besoin de main-d'œuvre pour ce vignoble, en sachant aussi que Vevey possède, ou plutôt les bourgeois de Vevey possèdent beaucoup de vignes dans les communes limitrophes ou même un peu plus loin. Et puis surtout, on est au centre des voies de communication de l'époque, entre nord, sud, est, ouest. Dans la région, si on veut aller ailleurs, souvent on passe par Vevey. Vevey a aussi des douanes, une place du marché qui est la plus grande de l'époque. Et du coup, il y a des transits de population. C'est un des éléments que j'essaie de démontrer, notamment en étudiant les patronymes et les origines des vignerons, c'est de voir d'où ils sont venus, où ils vont ensuite et combien de temps ils restent à Vevey. Et je me rends compte quand même qu'il y a du changement entre 1763 et 1798. Je vois quand même pas mal de différences dans ces patronymes, ou alors des patronymes qui se sédentarisent, d'autres qui vont au contraire quitter la ville aussi vite qu'ils sont arrivés, ou alors qu'ils étaient là depuis très longtemps. Et est-ce que vous avez identifié des tendances ? En étudiant les sources, on se rend compte que la plupart viennent d'une dizaine de kilomètres à la ronde. On va retrouver des vignerons français, certains Italiens, on sait qu'il y a des Lombards qui sont venus au XVIe siècle, enfin 15-16e siècle depuis l'Italie et qui se sont arrêtés avant d'arriver à Genève. Par contre, c'est vrai que l'essentiel vont venir des bailliages limitrophes, le bailliage d'Oron, le bailliage de Lausanne. C'est-à-dire qu'ils arrivent du Lavaux, du district de la Veuvez dans le canton de Fribourg, du début du Gros de Vaud, côté nord-vaudois. Mais on reste à une dizaine, quinzaine de kilomètres. Il faut aussi penser qu'à l'époque, on voyage à cheval ou à pied. Donc, une fois qu'on s'est déplacé d'une vingtaine, trentaine de kilomètres, voire un peu plus, on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Et donc, une partie très importante de la vie sociale et culturelle de Vevey s'inscrit ou s'articule autour de la vigne à l'époque. La vigne a son importance, le vin aussi. Si Vevey est un centre commercial qui voit transiter beaucoup de matières, faut pas oublier que le vin à l'époque est une denrée salariale. On utilise le vin comme paiement. Le terme pot de vin à l'époque ne veut pas dire qu'on sous-doit quelqu'un. Alors ajouter un pot de vin en plus au paiement qu'on doit à une personne, oui, c'est déjà du sous-doiement, mais on utilise le vin comme salaire. Surtout qu'on n'a pas forcément de liquidité en suffisance pour salarier l'ensemble de la population. Culturellement aussi, la ville tourne autour du vin, vu que les grands événements viticoles vont rythmer la vie veuvezane, en période de vendange, en période des feuilles, ou aussi la foire de la Saint-Martin à la fin novembre correspond, et ça c'est quand même assez important, au moment où les vignerons ont besoin, et la plupart aussi des paysans, de pouvoir acheter tout le matériel nécessaire pour l'hiver et l'été suivant. Et alors, très concrètement, qu'est-ce qui se passe durant ces vendanges à Vevey, durant cette deuxième moitié du XVIIIe siècle ? À quoi ressemble la ville ? C'est l'effervescence, j'imagine.
C'est l'effervescence parce qu'on voit arriver des chariots remplis de raisins qui viennent alimenter les caves et les tonneaux qui s'y trouvent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toute une réglementation qui se pose. Donc, quiconque n'entre pas dans Vevey, en tout cas avec un char de raisin. On va protéger le raisin de la ville, on va éviter qu'il y ait des raisins qui viennent d'ailleurs, des mauvais raisins, suivant comment. On parle des raisins forains, des raisins étrangers. On réglemente ce qui vient par bateau, ce qui vient par les portes. On va tendre des chaînes à différents endroits. Le règlement des vins de 1771, typiquement, pose de manière très précise la manière dont on clôt la ville, qui est ouverte d'une heure à une autre heure, qui est fermée la nuit, mais qui a toujours une porte ouverte pour les chariots de raisin qui arriveraient en retard. On se pose la question de comment rémunérer les gardes supplémentaires. Alors, on n'a pas des gardes en armure qui ont un fusil ou autre, mais simplement, alors, possiblement un fusil, ça c'est encore à voir, mais ces gardes sont vraiment là pour réglementer et vérifier que le vin qui entre à Vevey est bien du vin qui est produit par les habitants de Vevey. Parce que qu'est-ce qu'on redoute avec ce raisin qui viendrait de l'extérieur ? La baisse de qualité du vin, on est déjà très attaché à ce qu'on produit. On a peur aussi probablement que des mauvais raisins arrivent. On a aussi peur peut-être que des gens tentent de mélanger des cépages ou alors ne respectent pas en fait ces éléments. Et on retrouve là dans ces règlements du vin toute une liste qui impose des règles aux encaveurs, aux vignerons, aux propriétaires, aux vendeurs, même sur la consommation. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'on a vraiment un document d'une vingtaine de pages qui est entièrement consacré à la réglementation sur la production des vins et de la vigne à cette époque-là. Donc c'est pas une petite chose. Et vous avez justement sélectionné un extrait de ce règlement. Est-ce que vous nous le lisez ? Oui, volontiers. À la rupture des bancs de vendange, il serait établi 2 grandes chaînes, l'une au bourg Favre, depuis le moulin de la Clergère jusqu'à la muraille opposée, et l'autre derrière le chapitre, depuis la muraille du jardin de monsieur le docteur Ronchaud jusqu'à celle vis-à-vis, lesquelles seront fermées avec cadenas dès les 8 heures du soir jusqu'à l'aube du lendemain matin. Et les clés en seront remises, savoir celle du bourg Favre au portier du bourg de Villeneuve et l'autre à celui de la porte du chapitre. Et afin qu'il y ait toujours pour les derrières de la ville une entrée libre au chariot, pour que quelque cause légitime n'aura pas pu rentrer avant les 8 heures, la grande porte près du temple Sainte-Claire restera la nuit ouverte sous l'inspection d'une garde qui y sera établie, qui exigera de chaque charretier une déclaration verbale, d'où il amène cette vendange, à qui elle appartient, et pour en faire note exacte dans son livre. Et là, en vous écoutant, on se rend compte que c'est effectivement hyper réglementé. La production du vin, déjà à cette époque, est très réglementée parce c'est un commerce, c'est un des moyens qu'a la ville de Vevey de générer des recettes. Et puis, comme je le disais avant, c'est sûr que si on paye ses employés en pot de vin, il faut avoir cette main-d'œuvre-là, en sachant aussi que les recettes de vin permettent de financer typiquement l'hôpital de Vevey. Donc à l'époque, l'organisme chargé de gérer les pauvres et de subvenir à leurs besoins. Donc on a vraiment un enjeu économique autour de la viticulture. Et puis surtout, on a ces grandes propriétés viticoles, donc on protège aussi simplement les biens des plus riches comme des plus pauvres, et on veille à ce que tout se passe bien. Et vous nous l'avez un petit peu dit déjà au début de l'entretien, mais donc vous proposez de reconstruire et de comprendre la façon dont vivaient et travaillaient les vignerons veuvaisans durant cette deuxième moitié du XVIIIe qui vous intéresse. Pourquoi est-ce que c'est précisément cette période-là que vous avez choisie ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, mis à part tout ce que vous nous avez déjà raconté jusqu'à maintenant ? La période choisie l'est d'abord à cause des sources. C'est-à-dire que j'ai une documentation, que ce soit des sources démographiques avec les recensements, mais aussi des sources normatives, ces règlements, des sources juridiques, c'est-à-dire des contrats, et puis des sources comptables. J'ai des registres de comptes, des registres d'impôts, tous les éléments en fait qui me permettent de sortir des données statistiques à analyser. Et puis surtout, pour cette période, j'ai aussi des sources qu'on appelle des égo-documents. Alors c'est cette typologie dans laquelle on place beaucoup de documents aujourd'hui, mais dans cette idée qu'on a des documents écrits par un auteur sur un sujet direct. C'est-à-dire que dans mon cas, des journaux de vigne ou alors des livres de raison,
qui sont en fait pendant plusieurs années alimentés par un même auteur qui nous raconte sa vie ou qui nous raconte les éléments, enfin les péripéties qui lui arrivent. Alors on n'est pas dans un journal intime, mais voilà, on sait combien il a dépensé pour acheter des échalas, combien il a dépensé pour payer son vigneron, ou alors reçu de son propriétaire. Et puis surtout, il y avait cet intérêt d'une partie qui n'a pas été suffisamment analysée selon moi. D'un point de vue historiographique, la viticulture de la fin du XVIIIe siècle, qui est pourtant la grande époque de la viticulture vaudoise, manquait encore d'une somme. Et on peut le dire aussi, il n'y a aucun livre aujourd'hui qui retrace l'histoire de la viticulture dans le canton de Vaud. Il y en a un en Valais, il y en a un en France aussi pour certaines régions. Mais voilà, c'est un pan d'histoire qui manque un peu de précision. On a fait l'histoire de certaines villes. Je m'occupe de celle de Vevey aujourd'hui. Et puis à terme, on verra. Il faudra développer ces projets-là. Et donc, vous nous avez dit qu'il y avait des propriétaires terriens qui engageaient des vignerons tâcherons, c'est ça? Mm-hmm. Comment est-ce que ça fonctionne, cette relation entre propriétaires et vignerons? Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'on est presque dans un système d'entrepreneuriat. Alors, on est aux prémices de l'entrepreneuriat au XVIIIe siècle, même si on sait qu'on pourrait qualifier des commerçants et d'autres individus déjà depuis le Moyen-Âge comme entrepreneurs. Les propriétaires possèdent des vignes sans forcément savoir comment les exploiter. Donc, ils ont besoin d'une expertise et d'un individu qui a les compétences techniques. Cet individu, c'est un vigneron, en règle générale. Ce vigneron, ensuite, on le nomme tâcheron parce qu'il reçoit la tâche de cultiver la vigne pour le propriétaire. Où c'est intéressant, c'est que le vigneron tâcheron prend une grande partie des risques. Il reçoit une somme d'argent. Le propriétaire lui fixe peut-être des objectifs. Ça, j'ai encore jamais réussi à vraiment trouver, mais on peut imaginer que ça se passe ainsi. Et surtout, le vigneron tâcheron, dans les tâches qui lui incombent, c'est pas seulement de cultiver la vigne et récolter le raisin. Il y a vraiment une gestion sur de longue durée. Il y a un calendrier viticole, comme il y a un calendrier agricole, qui passe au rythme des saisons. Il y a des périodes creuses où on peut peut-être travailler sur d'autres choses ou préparer les périodes suivantes. Mais surtout, on doit trouver le matériel. Je parlais de la foire de la Saint-Martin qui a lieu en novembre, où on va acheter ce matériel, typiquement des échalas ou des paniers ou tout le matériel, ou vendre une partie des récoltes à ce moment-là. On doit engager le personnel nécessaire. On parle des effeuilles au moment où la vigne a un excédent de feuillage et qu'il faut libérer. En fin de printemps, il faut faire de la place pour que le soleil puisse venir, comme on dit, caresser les raisins, pour dire ça comme ça, pour que le raisin puisse gagner en sucre. Il faut du personnel pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'un vigneron ne peut pas s'occuper de plus de quelques hectares de vignes, peut-être 2 ou 3 hectares de vignes, seul. Et ça encore, on dit souvent que c'est dans certaines sources. Un vigneron en parle lui-même à la fin du XVIIIe siècle. On a besoin de limiter le nombre, on appelle ça des pauses à l'époque, le nombre de pauses par vigneron. Elle ne doit pas excéder 3, 4, 5 pauses, ce qui correspond environ à 2,5 hectares à peu près. Mais donc, le vigneron tâcheron est chargé d'engager le personnel dont il va avoir besoin pour effectuer toutes ces tâches. Il est en quelque sorte chargé. Alors, est-ce que ça passe par le propriétaire qui, lui, va trouver et payer ces gens-là, ou est-ce que c'est le vigneron qui les paye directement? Dans les sources, j'ai 2 cas de figure. De temps à autre, un vigneron va, en quelque sorte, transmettre une facture à son propriétaire en disant « j'ai été acheter tant d'échalas » ou alors « je dois acheter des échalas et payer les effeuilleuses. Est-ce que je peux avoir tant d'argent pour le faire ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'il va gérer sa vigne un peu comme on gère une entreprise. C'est une entreprise, c'est le cas aujourd'hui. Quand on voit certaines exploitations viticoles, c'est réellement des entreprises. Il n'y a pas seulement des compétences techniques et agronomiques, il y a réellement des compétences administratives et de gestion à obtenir. Et ça existe déjà au XVIIIe siècle. Après, tous les vignerons ne sont pas dans ce cas-là. Donc c'est ça qui est aussi important. Et tous les vignerons ne gagnent pas la même chose ou ne peuvent pas prétendre à prendre en charge une grande exploitation ou des éléments comme ça. Mais est-ce que, par exemple, un vigneron qui serait couronné lors de la fête des vignerons
aurait plus de travail qu'un autre? Est-ce que ça a une valeur symbolique réelle? Pas forcément. Alors, aujourd'hui, il faudrait aller étudier chaque vigneron couronné, voir combien il avait de pauses de vigne à travailler, dans quelles conditions il travaillait. Le vigneron couronné, il l'est parce qu'il a très bien travaillé sa vigne, qu'il l'a fait de manière raisonnée, c'est-à-dire sans forcer la quantité, sans non plus diminuer la qualité. Par contre, où ça devient intéressant, c'est que un vigneron qui a trop de travail ou qui n'a pas le temps de s'occuper de sa vigne, ou alors qui n'a pas le bon nombre de personnes, pas le bon matériel, ben c'est certain que sa vigne sera moins bien cultivée. Après, là, on entre dans des domaines techniques que je ne travaille pas forcément à plein, mais je sais typiquement que des vignerons qui possèdent 7 à 8 pauses de vigne n'ont pas assez de rendement pour vivre uniquement de celle-ci. Donc c'est là aussi un paradoxe intéressant, c'est que un vigneron ne devrait pas s'occuper, selon les sources, de plus de 4-5 pauses de vigne, mais même quand il en possède plus, c'est pas suffisant pour le faire vivre. Donc ça laisse à penser aussi qu'on doit justement, voilà, que c'est vraiment une exploitation, on a besoin d'engager du monde, on a besoin de plus de personnes, et puis les travaux le nécessitent. Et comment est-ce qu'ils font pour vivre alors si c'est pas suffisant? Est-ce qu'ils complètent par d'autres métiers, d'autres activités? Alors c'est là que ça devient aussi intéressant, c'est-à-dire que le vigneron qui assume seul les coûts de sa vigne, vraisemblablement ne peut pas vivre à l'époque sans augmenter et avoir davantage de vignobles. Du coup, on a ce format de vigneron à la tâche, pour dire ça comme ça, qui lui, normalement, en vit relativement bien. Certains vignerons sont à la fois tâcherons et à la fois propriétaires. Certains vignerons sont uniquement propriétaires. Ces vignerons uniquement propriétaires, est-ce qu'ils travaillent encore leur vigne? Très probablement, si on observe ce qui se passe aujourd'hui, c'est le cas. Un vigneron, aussi grand propriétaire soit-il, passe du temps dans sa vigne. C'est souvent l'observation en tout cas que j'ai pu faire avec la fête des vignerons, en rencontrant beaucoup. Par contre, c'est avec le vigneron qui n'a pas assez d'argent, qui ne gagne pas assez d'argent, s'il travaille à la tâche, il aura suffisamment parce qu'il a aussi moins de dépenses. Il n'a pas toutes les charges inhérentes à la propriété de sa vigne et à sa culture. C'est là aussi qu'on voit qu'il y a un enjeu entre propriétaire qui a les moyens et le vigneron qui a les compétences. Et puis c'est ce jeu qui permet de développer la viticulture, notamment dans le canton de Vaud. Et vous parlez des multiples compétences de ces vignerons. Comment est-ce qu'ils les acquièrent, ces compétences? Ça, c'est une grande question. Les premières tentatives d'école, notamment de viticulture, qui ressembleraient à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, avec la haute école de Changin, typiquement, datent de la fin du 19e siècle. Avant ça, le vigneron est formé sur le tas, comme une grande partie des métiers. La vigne n'est pas forcément un domaine où on a des grandes corporations, même s'il y en a. Donc très probablement qu'un jeune homme qui souhaite, ou une jeune femme, malheureusement, je n'ai pas vraiment de preuves de l'existence de vigneronnes, même si elles sont mentionnées, mais je n'arrive pas à savoir si elles exploitent réellement la vigne ou pas. Mais un jeune homme qui va devenir vigneron va suivre probablement un enseignement auprès d'un autre vigneron. Probablement aussi dans la même famille. On va transmettre les domaines de père en fils, avec toutes les problématiques qui viennent aussi. Un vigneron ne va pas forcément, si son père a 12-15 pauses de vigne, recevoir les 12-15 pauses, parce qu'il y a souvent un morcellement des propriétés. Il y a 2-3 fils, donc on va donner peut-être un peu à chacun, ou alors l'un récupère une partie, l'autre une plus petite partie, le dernier. On connaît ces problèmes-là pour l'époque moderne. Après, les compétences, où ça devient intéressant, c'est que jusqu'au 16-17e siècle, début 18e, on n'en parle pas beaucoup. On précise les travaux qu'il faut faire pour la vigne. Mais au XVIIIe siècle, apparaissent des traités, des mémoires, ou alors simplement des règlements ou des directives sur la manière de cultiver la vigne. Ça fait aussi partie des Lumières, hein, où on se pose la question d'améliorer et de promouvoir les nouvelles techniques. Donc on les diffuse. Maintenant, de nouveau, il n'y a pas d'école de viticulture, il n'y a pas de formation à suivre, il n'y a pas un apprentissage encadré. Mais voilà, on se forme sur le tas. Et puis c'est là aussi que la confrérie avait peut-être un rôle à jouer du côté de Vevey. En surveillant et en vérifiant ça, on donnait des normes et du coup les vignerons travaillaient de manière beaucoup plus normée. Pour donner, peut-être juste dépeindre une vigne au XVIIIe siècle, on s'imagine une vigne qui ressemble à celle d'aujourd'hui, où les
les échalas et les ceps de vigne sont bien alignés, tout est propre, tout est beau, on a un joli mur en pierre, on a une herbe qui est plus ou moins coupée selon la méthode de production choisie, qu'elle soit conventionnelle ou en biodynamie. Enfin, il y a plein d'autres interactions. Au XVIIIe siècle, on a souvent des arbres fruitiers qui bordent les vignes. Le mur est plus ou moins bien entretenu. L'herbe, à certains endroits, doit être complètement enlevée. À d'autres endroits, on a littéralement une prairie. Entre les ceps, on peut voir apparaître des choux, des carottes ou d'autres éléments. Et justement, on va chercher à réglementer tout ça. On sait que d'avoir trop de culture, enfin, au XVIIIe siècle, on dit que d'avoir trop de culture entre les ceps de vigne, ça péjore la vigne. On sait aujourd'hui que ça peut être l'inverse si la culture est bien posée. On va faire la chasse aux insectes à certains endroits, alors qu'à d'autres endroits, au contraire, on a compris que non, il fallait une quantité d'insectes en suffisance pour polliniser ou pour favoriser la croissance de la vigne. Mais ce qui m'intrigue dans ce que vous dites, c'est... donc là, vous nous décrivez de manière assez précise à quoi ressemblait une vigne. Quelles sont les sources qui vous permettent d'être aussi précis ? Les sources qu'on peut utiliser ici sont à la fois intéressantes parce que c'est justement on utilise ce qu'on pourrait appeler l'absence des sources. C'est-à-dire qu'on n'a pas une source qui nous décrit vraiment la vigne. Alors oui, on peut trouver une source littéraire, on peut trouver un égo-document dans lequel un vigneron aura décrit sa vigne très précisément. C'est des perles rares, mais voilà. Par contre, on a des procès-verbaux, on a des comptes rendus de visites de vignes de la confrérie des vignerons. Alors je dis compte rendu, c'est dans les manuaux du conseil, on explique telle ou telle vigne qui n'a pas été correctement entretenue ou alors qui avait des défauts. Et puis quand on note les défauts, on comprend que on reproche au vigneron d'avoir peut-être trop d'arbres fruitiers autour de sa vigne, d'avoir insuffisamment entretenu la prairie à côté ou alors au contraire d'avoir planté des choux dans les rangées de cèpes, ce qui posait problème. Donc on utilise justement ces sources qui sont contraires pour expliquer tout ça. Et on a aussi, c'est sûr, des représentations, certaines un peu fantasmagoriques. Par contre, on a aussi certains traités, alors là du début du 19e siècle, où on voit vraiment de quelle manière était cultivée la vigne, on la représente. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des dessins qui peuvent être autant utilisés par le vigneron pour comprendre ses techniques que par le public pour se dire « ok, c'est ce que fait un vigneron ». Parce que ces traités sont donc illustrés en partie. Certains des traités sont illustrés. Y a 3 traités que je peux mentionner comme ça. Il y a celui de Gabriel Hannet que j'utilise énormément parce qu'il est contemporain des sources que je travaille. Il est publié en 1762. C'est un mémoire publié par la Société économique de Vevey, une petite sœur de la Société économique de Berne, qui est une société qui cherche à promouvoir le savoir et les nouvelles techniques. Donc, lance régulièrement des concours pour lesquels les gens déposent un mémoire. Il y a une thématique, les gens déposent un mémoire et le meilleur mémoire est récompensé. Gabriel Hannet sera récompensé avec son mémoire sur la culture des vignes. Et dans celui-ci, il décrit précisément les travaux, les besoins, les enjeux pour les vignerons. Il y a d'autres traités comme celui-ci, celui de M. Raymondin, qui paraît à la fin du XVIIIe siècle, publié à Lausanne, qu'on retrouve un peu partout en France aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais celui-ci, comme celui de Gabriel Hannet, propose des avancées, contredit des techniques, suggère d'utiliser telle ou telle plante pour telle ou telle terre. Voilà. Enfin, il y a vraiment tout un assemblage. Et d'autres, peut-être un peu plus récents, comme celui de Louis Tenay. C'est un traité prétendument écrit par un vigneron, Tenay. Ce traité est uniquement illustré. C'est une série de dessins avec des petits textes explicatifs. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce traité est vraiment dédié à une diffusion du savoir lié à la viticulture, qu'il n'a probablement pas été écrit par un vigneron, mais qu'on a utilisé les infos venant de ça pour créer quelque chose à ce sujet-là. Et 150 ans plus tard, est-ce que certains des grands principes posés dans ces traités subsistent ? Est-ce qu'on cultive toujours la vigne de la même manière ? Vous parliez de ces choux qui poussent au milieu des pieds de vigne. Est-ce qu'on y revient ? Enfin, est-ce qu'on s'en est éloigné pour y revenir ? C'est dire qu'on cultive la vigne de la même manière aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, ce serait faux, j'ai envie de dire. Les erreurs pratiquées au XVIIIe siècle, comme les bonnes pratiques, ont été répertoriées, elles sont restées. Je ne veux pas dire qu'on perpétue des erreurs, mais au contraire, on a appris de celles-ci.
Ce qui est par contre intéressant aujourd'hui, c'est que on a commencé à utiliser beaucoup de produits et de pesticides au 19e siècle, typiquement. Au 18e siècle, les vignerons pratiquaient une viticulture où ils avaient peu ou pas de pesticides, de moyens de traitement qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et quand des vignerons actuels essayent de se libérer justement de tous les additifs qu'on pourrait ajouter, chimiques et autres, ils reviennent à une culture un peu similaire à celle du XVIIIe siècle. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a peut-être une technique ancestrale qui remonte, celle-ci au Moyen-Âge et qui s'est perpétuée. La vigne a besoin de soleil, a besoin d'eau aussi, c'est certain, mais en Lavaux, typiquement, on a ces fameux 3 soleils qui sont le soleil, la chaleur des murs et la réverbération des rayons du soleil sur le lac. Et typiquement, ces fameux 3 soleils qu'on appelle ainsi, amènent 3 sources de chaleur à la vigne pour qu'elle puisse se développer. Donc c'est un des éléments qui est important. Et on sait que ça, c'est une tradition qui s'est perpétuée. Une vigne qui est bien exposée et qui profite de ces 3 ensoleillements, enfin de ces 3 soleils, souvent a un meilleur rendement que d'autres vignes. Donc aujourd'hui encore... Aujourd'hui encore, on va faire attention à ça. Et c'est un mythe. Alors c'est pas un mythe, mais en fait c'est une technique plus qu'ancestrale par rapport à ça. C'est ce qui fait qu'on a toutes ces vignes en Lavaux et qu'on n'a pas été poser les vignes au sommet des Pléiades. Bon, parce que la vigne ne pousse pas là-bas, mais qu'on n'a pas été poser ces vignes à d'autres endroits, ou alors qu'on voit moins de vignes du côté du Gros de Vaud ou dans d'autres localités. Il n'y a pas de vignes du côté français, typiquement du lac, quand on regarde, parce que l'ensoleillement est bien moindre. Donc c'est vrai que c'est des positions aussi. On profite à Vevey, Montreux et en Lavaux d'une situation aussi géographique qui est incroyable. Et si on revient juste un instant sur ces traités, enfin, on s'en est pas tellement éloigné, ceci dit, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils circulaient, par qui ils étaient vendus, par qui est-ce qu'ils étaient lus, ou on n'a pas de traces de ça? Il y a peu de traces de ça. On peut déduire que le mémoire de Gabriel Hanet, vu qu'il a été imprimé dans les collections de la Société économique de Berne, a été diffusé, vu qu'on a retrouvé des exemplaires de celui-ci à différents endroits. Les membres de la société recevaient, en règle générale, ou les sociétés sœurs recevaient un exemplaire à consulter par les membres. D'autres ont quand même été édités à plus ou moins grande échelle. Est-ce qu'ils étaient lus en dehors de la sphère des producteurs viticoles ou vinicoles? C'est une bonne question que je n'ai pas encore étudiée, sur laquelle il faudrait que je me penche d'ailleurs. Par contre, je pense qu'ils ont été lus parce on va avoir des traités de plus en plus au 19e siècle, ils vont se répartir. Et surtout, c'est intéressant de voir qui les a édités. Parfois des propriétaires, ou alors, on le voit au XVIIIe siècle, typiquement, la confrérie des vignerons va pas éditer le volume, mais stempeliser celui-ci, approuvé par la confrérie des vignerons, lorsque l'un des vignerons couronnés, Louis Blanchou, décide de publier un traité de viticulture. On est au milieu de la première moitié du XIXe siècle. Donc il y a quand même cet enjeu de diffusion. Et là, très clairement, le fait de publier un traité qui est approuvé par la confrérie, qui surveille la production, enfin la culture des vignes, ça marque l'envie de diffuser et de normaliser cette culture par un enseignement ou des normes écrites. Parmi les questions que vous posez au sein de votre thèse, il y a notamment celle du profil social type de ces vignerons. Est-ce qu'il y a un profil social type? Est-ce que vous avez réussi à identifier un profil particulier ou pas vraiment? C'est vrai que c'est sinon l'objectif le plus important de ma thèse, de comprendre en fait qui sont ces vignerons, dans quelle classe sociale ou quel profil social ils s'insèrent. Les facteurs sont multiples, entre la propriété, est-ce qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils vivent de cette propriété, est-ce qu'ils sont bourgeois, habitants, étrangers dans la ville, l'ensemble des données que je peux obtenir. Actuellement, j'ai pas un profil social type pour les vignerons. Parce que justement, je les retrouve dans les différents échelons de la population veuvezane. On a ces vignerons propriétaires qui, pour certains, ont des noms dont on sait qu'ils ont des fortunes et de grandes propriétés.
Donc de nouveau, est-ce que le terme de vigneron, c'est parce qu'il est propriétaire et génère de l'argent avec la vigne, ou est-ce qu'il vraiment il la travaille? Il y a d'autres noms qui sont les mêmes que ceux des vignerons aujourd'hui. Donc on sait que ceci, il y a une tradition familiale, vraisemblablement. Après, les noms se mélangent. Essentiellement, les vignerons sont des habitants de la ville, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits civiques que les bourgeois. Ils n'ont pas la citoyenneté de la ville de Vevey. C'est intéressant de voir qu'entre 1763 et 1798, davantage de vignerons obtiennent cette citoyenneté. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir on a de plus en plus, pas plus en plus de femmes, mais il y a quelques femmes qui apparaissent chez ces vignerons. Ces femmes, j'ai pu le dire avant dans l'entretien, n'ont pas forcément de... Enfin, est-ce qu'elles sont elles aussi vigneronnes, ou est-ce qu'elles produisent, ou est-ce qu'elles possèdent simplement? Par contre, et ça je le disais, dans la population vigneronne, il y a femmes et enfants qui travaillent tous ensemble. Et là encore, il y a des facteurs à prendre en compte, parce que toutes les femmes ne travaillent pas avec leur mari à la vigne. Tous les enfants ne travaillent pas avec leurs parents à la vigne. J'ai des vignerons qui sont mentionnés à la fois comme bateliers ou comme charpentiers. Et si le vigneron charpentier, on peut imaginer que dans les moments creux de la culture des vignes, il pratique son activité, alors là, comme on dit, son activité de charpentier. Le vigneron batelier, voilà, est-ce qu'il est simplement, il s'est spécialisé dans le transport de raisins. Par bateau, ça paraît un peu étrange. Par contre, probablement qu'en fait, c'est un batelier qui possède beaucoup de vignes. Donc il y a voilà, toutes ces nuances à poser que j'essaye au fur et à mesure de dénouer pour, à terme, trouver le bon profil. Parce que le vigneron batelier, il est bourgeois, le vigneron charpentier ne l'est pas, il est habitant. Donc voilà, je retrouve ces vignerons partout. Mais pour la plupart, c'est vrai qu'ils sont souvent établis en ville. Quand même, ils vivent à Vevey. Ce qui veut dire que c'est pas c'est des personnes qui se sédentarisent, même si c'est pour une durée limitée. Mais voilà, c'est pas forcément des voyageurs. Donc vraiment, ils s'insèrent dans le tissu social de la ville de Vevey. Et pour venir sur un tout petit peu autre chose, est-ce qu'on sait si le vin de la deuxième moitié du XVIIIe siècle était bon? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Il est bu. C'est peut-être là l'essentiel. Mais il est bu essentiellement par les gens qui vivent à Vevey. Il est exporté du côté de la Suisse allemande. J'ai jamais étudié ça très précisément. Mais il y en a peut-être une partie qui s'exporte à l'étranger, même si j'ai des doutes. Après, est-ce qu'il est bon ? Je voudrais pas commettre d'impair en disant qu'à l'époque, il faut pas oublier qu'on produit plutôt un vin de table que des vins de garde ou des grands vins, même si on a cette envie-là. Vraisemblablement, les crus produits aujourd'hui sont bien meilleurs que ceux de l'époque. Un goût qui pourrait peut-être s'en rapprocher, c'est celui des vins nats ou des vins en biodynamie, parce qu'on utilise des techniques qui sont plus proches, enfin qui ressemblent à celles qu'on pouvait avoir à l'époque, avec les avancées d'aujourd'hui. Donc on a quand même des meilleures techniques, probablement un meilleur rendement, un meilleur rendu, pas rendement, pardon. Après, il ne faut pas oublier, encore au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, on mettait du miel et des épices dans le vin et l'eau. Alors pour purifier l'eau, certes, mais aussi pour changer le goût du vin, qui ne devait pas forcément être toujours très bon. Donc, j'aurais plutôt envie de dire non. Mais parce qu'on ne peut plus forcément le goûter non plus. Mais ouais. Mais on n'a pas de traces. Il y a... Par rapport à la consommation des vins, les gens critiquent plus la quantité de vin qui sera bu que la qualité de celui-ci. Mais il existe à travers l'Europe et dans le monde des comptes rendus sur la qualité des vins, sur les grands vins. On sait déjà qu'on a en France des grands vins, puis ça depuis le Moyen-Âge, typiquement. Malheureusement, les vins vaudois ou suisses n'y apparaissent pas tout de suite. Mais là, il faudrait aller voir un œnologue qui a travaillé plus sur ces perspectives-là. C'est que je m'intéresse vraiment sur le vigneron et le viticulteur. La consommation du vin, même comme petit-fils de vigneron, ça reste des fois un mystère pour moi. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de somme qui existait sur l'histoire de la vigne et du vin pour le canton de Vaud, contrairement au canton du Valais, par exemple. Mais je crois que ça fait partie de vos projets.
C'est un projet de longue date qui n'est pas que le mien, même qui date de bien avant mon arrivée sur ce terrain de recherche. Dire qu'il n'y a pas de somme, je vais nuancer mon propos. En 2018 a été publié un volume de la société, de la revue historique vaudoise, qui s'intitulait Les acteurs de la vigne et qui était consacré à un panorama de la viticulture vaudoise, de l'Antiquité à nos jours. C'est déjà une avancée assez importante, même si on sait que dans mon domaine notamment, les derniers grands écrits datent plutôt des années 50, les dernières sommes publiées. Après, il y a des historiens qui ont travaillé sur la vigne, il y a des historiens qui ont travaillé sur l'œnologie, sur le vin, la consommation, le goût du vin. Donc on a tous ces éléments, mais il manque la somme qui les réunit. C'est peut-être une grosse recherche qui permette d'évaluer les lacunes et de les combler. Et c'est un projet qu'on a avec une association qui s'appelle l'Histoire de la vigne et du vin dans le canton de Vaud, et avec laquelle on a déposé un projet de recherche et de publication. C'est pour les années à venir. Est-ce que ça verra le jour ou pas? Je ne sais pas, mais on sait que c'est quelque chose qui manque dans le canton de Vaud, et qui manque aussi d'une manière transdisciplinaire, c'est-à-dire que étudier la vigne, vous l'aurez vu dans mes réponses, il y a la nécessité d'acquérir des connaissances techniques que je n'ai pas forcément. Je pense que pour être un bon historien de la viticulture, il faudrait que j'aille apprendre le métier de vigneron une fois. Il y a des connaissances en termes de biologie et de botanique que je n'ai pas non plus, même si on peut les acquérir justement grâce à quelques éléments. Et puis ensuite, il y a aussi toute une analyse très sociale, anthropologique, ethnologique qu'il faut mener. Donc on a besoin de ces forces-là, et c'est aussi la volonté d'un projet comme celui qu'on lance, où ça ne serait pas simplement une histoire de la viticulture, et de la viniculture aussi, on parlerait du vin et de sa consommation, mais vraiment une histoire dans les grandes lignes où on retrace. Et l'objectif d'une somme comme celle-là, ça serait de donner un outil. Là aussi, on rejoint peut-être les traités sur la culture des vignes ou sur la viticulture. C'est créer une somme qui permette en fait aux futurs vignerons ou aux vignerons de comprendre aussi le passé de leur métier et de leur culture. Mais et là je pourrais peut-être citer Gabriel Hanet parce que c'est une des phrases les plus emblématiques de son mémoire. Il ponctue celui-ci en disant que on sent bien que je n'ai fait qu'effleurer la matière. Il faudrait faire un gros livre si l'on voulait éplucher tout ce qui est relatif à la culture des vignes, mais cela passerait mes forces. En 1762, Gabriel Hanet n'a pas forcément eu envie de le faire. Alors c'est aussi une très belle tournure de phrase pour dire qu'il y a encore plus à dire. En 2024, on se lance dans un projet comme celui-ci. S'il a lieu d'être, on sait qu'on va toucher qu'à une petite partie et qu'il faudra encore des années et des années. Mais il faut lancer un projet comme celui-ci. Surtout quand on connaît la passion des Vaudois pour leur vigne, leur vin, c'est important. On vous souhaite d'avoir la force d'aller au bout de ce projet, Guillaume Favreau. Merci à vous pour le temps accordé et à bientôt. À bientôt. Merci à Guillaume Favreau, assistant diplômé à la section d'histoire de la Faculté des Lettres de l'UNIL pour sa disponibilité, et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la Faculté des Lettres de l'UNIL. Salut!